Que oui, on va parler du fédéral, mais on va quand même parler un peu de ce budget. Christine Saint-Pierre est avec nous, ancienne ministre libérale, Stéphane Bergeron, député sortant du Bloc québécois, Michael Fortier, ancien ministre conservateur. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonjour. Bon après-midi. Alors, y a-t-il là, bon, déficit, oui, 13,6, y a-t-il là une cagnotte de guerre intéressante pour faire face à cette guerre commerciale, Michael Fortier? D'abord, moi, j'étais pas au huis clos. Au huis clos là. Alors, j'imagine que mes collègues n'étaient pas non plus. Donc, moi, le seul huis clos que j'ai connu cet après-midi, là, c'est le taxi que j'ai pris de ma réunion à Toronto pour venir à vos studios. Alors, attendez-vous pas une analyse ligne par ligne. Le déficit, j'ai entendu le chiffre. M. Girard fonctionnait à l'aveugle. Alors, il a joué de la défense. Ici, il a joué essentiellement la trappe à la Jacques Lemaire. Il ne connaît pas ce que Washington va nous lancer. Et le fédéral, qui habituellement envoie des signaux, bien, on était en pleine élection fédérale, donc il ne peut pas connaître les programmes qui existent au niveau fédéral. Et vous... Qui vont être lancés. Et donc, quelqu'un a parlé d'un budget de pandémie. Ça ressemble un peu à ça. Je vois que, de ce que j'ai compris, il a pris des hypothèses de 10 à 25, qui a été prudent. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui est, oui, très conservateur fiscalement, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui va construire un budget. C'est pas quelqu'un qui va construire un budget électoral. C'est quelqu'un qui va construire un budget qui va être sensé, puis un budget qui va refléter ce que lui et son équipe voient, la photo aujourd'hui, qui pourrait changer. Mais ce qu'il nous a livré, de ce que je comprends, c'est cette photo que lui voit aujourd'hui. C'est intéressant parce que le contexte change tellement nos réactions. L'an dernier, le 11 milliards, les gens lançaient des ou, des a, je veux dire, on n'en revenait pas. Là, Christine, 13,6, les gens semblent dire, ben oui, c'est normal, en fait, parce qu'on est dans un contexte très particulier. Oui, nous sommes dans un contexte très particulier, mais lorsque je vois ces chiffres-là, je vous avoue que ça me fait beaucoup sursauter. Mais ce qui m'inquiète, c'est la hausse la hausse des dépenses à 1,8 santé 3 éducation 2,2 Les coûts de système ne sont pas de cette hauteur-là. C'est clair que les coûts de système sont beaucoup plus élevés que cela. Alors, comment va-t-on arriver à maintenir des soins de santé avec des hausses de 3 puis en éducation, 2,2 Moi, c'est mon grand questionnement. J'ai vraiment hâte de voir comment tout cela va s'articuler. Parmi les bonnes nouvelles, là, je suis passée assez rapidement sur son texte là, de discours. J'ai vu qu'il y avait des bonnes nouvelles pour la culture, alors j'attends de voir exactement ce que ça veut dire. On parle quand même de sommes assez importantes. Bonnes nouvelles aussi pour le ministère des Relations internationales. Alors, c'est évidemment des choses qui me tiennent à cœur. Vous avez regardé vos deux bébés. J'ai regardé mes bébés, mais 1,8 ça veut dire qu'il y a des ministères là, qui vont s'arracher les cheveux. En fait, c'est ce que je comprends. Oui, c'est le défi. Stéphane Bergeron, de manière générale, comment vous voyez l'exercice qui était difficile, équilibriste d'Éric Girard, son 7e budget? Écoutez, moi, j'ai eu une pensée pour Yuri Chassin lorsque j'ai vu le ministre annoncer l'ampleur du déficit. Il a joint la CAQ parce qu'il trouvait les libéraux, avec leur austérité, trop dépensiers. Et là, il se retrouve avec, plus maintenant, parce qu'il a décidé de claquer la porte et d'abandonner le navire, mais il a concouru sous les couleurs d'une formation politique qui aura laissé au Québec les deux plus importants déficits de son histoire. Et donc, on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos de la conjoncture actuelle. Parce qu'on ne connaît pas encore les effets des tarifs américains sur l'économie québécoise. Et donc, à cet égard, le plan de retour à l'équilibre budgétaire m'apparaît extrêmement jovialiste, dans le sens où on prévoit des taux de croissance assez élevés pour nous permettre de revenir à l'équilibre budgétaire. Or, un certain nombre d'observateurs de la scène économique nous prédisent une récession. Et donc, on n'atteindra pas ces niveaux de croissance qui nous permettraient, selon le ministre, d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et je suis également inquiet, comme ma collègue, des augmentations homéopathiques qu'on a annoncées pour des ministères comme celui de la santé ou de l'éducation, qui ne seront pas suffisants pour permettre la hausse des coûts de système. Alors, pour qu'on nous comprenne bien à la maison, la hausse des coûts de système, c'est tout simplement
ce que ça va coûter de plus simplement par l'augmentation du coût de la vie. Et donc, ce qu'on a augmenté, ce qu'on a annoncé comme augmentation aujourd'hui du budget pour l'éducation et la santé, ça ne sera pas suffisant pour couvrir l'augmentation du coût de la vie. Ça veut simplement dire qu'on va devoir couper encore davantage en santé, en éducation, en plus des coupures qui ont déjà été annoncées. Donc, c'est ce qu'on nous annonce et ce ne sont pas des lendemains qui chantent qui se présentent devant nous. Et c'est comme s'il avait pris le chemin, Michael Fortier, politique plus difficile. Là. Il dit à ses collègues, très bien, là, on va vivre avec un déficit plus élevé, mais il n'est pas question de faire exploser les dépenses partout, là. Bien, c'est un peu ça que je voulais répondre à Stéphane et à Christine. Si vous le... Et vous avez le droit en passant, là. Si vous voulez critiquer le plafonnement des dépenses, soit, mais s'il ne le fait pas, comme on sait que les revenus ne seront pas au rendez-vous, et ça, je pense que vous le reconnaissez, à ce moment-là, le déficit va être encore plus grand. Donc, il faut décider quel poison on veut. C'est quel poison qu'on veut. Alors, moi, je pense que, encore là, je ne veux pas le défendre. Je n'ai pas lu le budget, j'ai juste vu les grandes lignes, Patrice. Il est sûr d'une chose, si on prend un pas de recul par rapport à Girard et sa carrière, c'est son 7e budget. Moi, à sa place, ça aurait été le dernier que j'aurais livré. Parce que le 8e, ça aurait été un budget, ou ce sera un budget électoraliste. Et là, si le déficit s'avère est effectivement 13 milliards et plus, comment pourront-ils avoir un budget électoraliste l'an prochain sans avoir des gros problèmes avec un déficit également? Mais pour lui, c'est probablement très malheureux et il doit être tiraillé. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et en plus, je prends un autre pas de recul, parce que j'imagine qu'on va parler de politique fédérale. Dans 2 secondes. Je sais que c'est peut-être pas un budget idéal pour les oppositions et même pour mes collègues au panel cet après-midi. Mais Éric Girard, en l'écoutant, puis en regardant, puis en imaginant un peu l'exercice qu'il a conduit, Patrice, il demeure pour moi le meilleur candidat que le Parti conservateur n'a pas recruté pour la campagne électorale de cette année. C'est rendu moi qui colle sur mon bureau. Mon Dieu, vous m'avez passé votre manie. C'est les Kings qui l'ont coulé. Ben oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas pris? Pourquoi M. Poilievre moi, je suis pas pris? un instant, je suis pas dans les ressources humaines, je travaille pas pour une maison de recrutement. Moi, j'observe. Mes collègues le savent. Moi, je vais juste observer, puis je me trompe tout le temps. Mais tout ce que je dis, c'est, il me semble que c'est quelqu'un qui aurait pu être utile dans les circonstances qu'on connaît maintenant. Bon, mais... Si les libéraux gagnent, ça va être Carlos Letao. Alors, lui, il fait des surplus. On ne comparera pas. Je m'excuse, là. J'aime beaucoup votre ex-collègue, Carlos, mais je pense qu'il a été très bon. Mais je pense qu'avec Éric Girard, on aurait quelqu'un... D'abord, M. Letao est avec les libéraux, donc il n'était pas question qu'il soit... Oui. C'est Stéphane Bergeron, un mot là-dessus, c'est quand même... Parce que c'est un secret de Polichinelle, lui, il serait allé... D'ailleurs, en fait, c'est pas un secret, il l'a dit dans une mêlée de presse. Souhaiteriez-vous vous retrouver ministre fédéral? Lui était candidat conservateur, pour ceux qui ne le savent pas. Il est de la famille de Michael. C'est un conservateur. Il s'est retrouvé à la CAQ comme d'autres conservateurs. Est-ce que vous êtes étonné, Stéphane Bergeron, que M. Poilievre n'ait pas sauté sur cet homme-là il y a plusieurs mois déjà? Je ne suis pas surpris parce que M. Poilievre, une de ses marques de commerce, c'est de ne justement pas s'entourer de gens qui peuvent percer l'écran et éventuellement lui faire de l'ombre. On n'a pas vu de grandes candidatures être annoncées jusqu'à présent. Il n'y a pas de nom qui transparaît dans l'équipe de M. Poilievre que le public peut instantanément identifier comme étant une figure de proue du Parti conservateur. M. Poilievre a littéralement, pour ainsi dire, fait le vide autour de lui, si bien qu'on aurait pu effectivement aller recruter des candidatures de choix. Et d'après les rumeurs, M. Poilievre, la première question qu'il pose à d'éventuels candidats vedettes, c'est à combien de portes vous avez frappé? Alors, c'est sûr que quelqu'un qui arrive du milieu des affaires, entre autres, n'a pas nécessairement cogné à beaucoup de portes avant d'être sollicité pour être éventuellement candidat et possiblement ministre d'un gouvernement conservateur. Et donc, on se retrouve dans la situation actuelle, puis je veux revenir sur le commentaire de Michael. Je suis tout à fait d'accord avec lui, là. Je pense que le ministre Girard a dû et doit faire a dû prendre des décisions extrêmement difficiles. Mais il y a un problème de mise en marché
parce que le gouvernement de la CAQ nous annonce des augmentations en éducation et en santé en prétendant qu'il n'y a pas de coupure. Alors on dit, écoutez, là, on a préservé les services. On n'a pas coupé en éducation, on n'a pas coupé en santé. Mais la réalité, c'est qu'on coupe en éducation et on coupe en santé parce que l'augmentation qui est annoncée ne satisfera pas, ne permettra pas de suivre les coûts du système. Et donc, c'est la fausse représentation que de prétendre dans ce budget qu'on ne touchera pas les services publics. On va de nouveau toucher les services publics. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas nécessairement une chose facile à faire, mais soyons honnêtes avec la population, puis n'essayons pas de berner les citoyens et les citoyennes en prétendant qu'on ne va pas toucher les services publics en ayant des augmentations homéopathiques comme celle-là dans des dossiers comme la santé et l'éducation. Très bien. Alors, parlant de la campagne fédérale aujourd'hui, l'ingérence est invitée. M. Poilievre, on va écouter quelques extraits de M. Poilievre qui dit, c'est un article du Globe and Mail ce matin, qui dit qu'il y a eu de l'ingérence dans le processus de leadership conservateur, mais même la source du Globe dit, mais on ne sait pas de quelle ampleur. Mais ça a donné l'occasion aux adversaires de M. Poilievre de souligner qu'il n'avait pas sa cote de sécurité. On écoute tout ça. Soyons clairs, j'ai gagné la course à la chefferie parce que j'avais le support. C'était une victoire massive. Je n'avais pas besoin de l'aide de personne. Et M. Brown, qui s'est présenté contre moi, a témoigné dans le Parlement que l'ingérence présumée n'a eu aucun effet sur le résultat. C'est irresponsable la position de le chef d'opposition. Il refuse, jour après jour, mois après mois, année après année, d'obtenir sa cote sécuritaire. C'est bizarre, c'est inacceptable. Pourquoi il n'a pas décidé de recevoir sa cote de sécurité pour savoir plus de détails? Il aurait pu avoir la réponse. Il a eu la chance depuis des années. Mais la question vraiment, c'est pourquoi il n'a pas décidé de prioriser son pays au lieu de son parti. Là où M. Poilievre peut démontrer qu'il est sérieux dans son approche en matière de sécurité internationale, c'est en allant chercher, ou ça aurait dû être en allant chercher son accréditation de sécurité, si d'aventure M. Poilievre devenait premier ministre du Canada. Est-ce qu'il va refuser les rapports de sécurité? Alors, tour de table rapide, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire-là? Non pas sur l'ingérence étrangère, je ne veux pas qu'on refasse les deux commissions, on n'a pas assez de temps, mais Christine Saint-Pierre, dans la joute actuelle. Là. Mais on avait prédit que ça serait une campagne électorale qui serait cruelle et sale, et c'est une campagne électorale qui est difficile. Parce que moi, cette histoire qui a été publiée dans le Globe and Mail ce matin, je me suis posé des questions par rapport aux gens qui ont coulé cette nouvelle-là en pleine campagne électorale. Ça, je trouve ça un petit peu, je trouve que ça manque d'éthique, là, personnellement, pour des gens qui sont dans des positions, dans des postes importants. Monsieur Poilievre a tout à fait raison lorsqu'il dit qu'il a eu un appui massif. Je l'ai suivi, cette campagne au leadership-là, et il était nettement en avance. Maintenant, s'il y a eu dans certaines communautés culturelles des agents qui venaient d'Asie-Pacifique, du Sud asiatique, on peut dire que c'est pas une nouvelle, ça. On le sait qu'il y en a qui essaient de s'infiltrer, puis qui essaient Mais ça n'a pas eu, à mon avis, d'impact dans la campagne au leadership de M. Poilievre. Et il a raison de se défendre là-dessus. Quant à la cote de sécurité, je ne sais pas si le citoyen ordinaire, puis j'en suis une citoyenne, je pense, ordinaire, comprend exactement ce que ça lui donnerait de plus d'aller regarder, puis voir, puis ne pas être capable de communiquer l'information. Je pense, Stéphane me corrigera, je pense que Stéphane était sur le comité, puis il a, lui, la cote de sécurité. Est-ce que je me trompe, Stéphane? Il n'a pas le droit d'en parler. Okay. Il n'a pas le droit de rien dire. Il n'a pas le droit de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il a vu. Très bien. On a un peu pris de retard. C'est de ma faute. Stéphane, concluez là-dessus. Michael, après, je vous laisse la conclusion. Stéphane. Alors, c'est un petit peu délicat pour moi parce que, comme le signalait Christine, j'ai fait partie du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement qui a rendu public le rapport
sur l'ingérence étrangère. Pardonnez-moi, l'ingérence étrangère, désolé. Je pense que ce qu'on a appris aujourd'hui n'est pas une nouvelle. Là-dessus, je suis d'accord avec Christine. Nous savions cela. Quelqu'un a décidé d'en faire la une aujourd'hui. Ça a été révélé il y a de cela quelques mois. Maintenant, là, je vais encore une fois faire preuve de beaucoup de circonspection, mais je crois personnellement que ça n'a pas effectivement eu la moindre incidence sur le résultat de la course à la direction. Cela dit, il est inquiétant, effectivement, que M. Poilievre n'ait pas été chercher sa cote de sécurité, ce qui lui aurait permis d'avoir les détails sur ce qui s'est passé. Très bien. Il a préféré de ne pas savoir, histoire de ne pas se retrouver dans une situation où on aurait pu lui dire « Ah bien, vous le saviez, puis vous n'avez rien fait. » Très bien. Alors, ça le justifie de ne rien faire, de ne pas le savoir. Michael, conclusion. Et moi, Patrice, je suis content d'entendre toutes ces histoires d'ingérence étrangère, parce que je me suis toujours demandé pourquoi, en 1998, j'ai perdu le leadership contre Joe Clark. Et là, je sais que les Indiens, les Chinois et les Russes ont une grande influence sur le vote. Je pense que M. Poilievre, il est clair, on va être d'accord tous les trois, il aurait dû obtenir cette sécurité, toute la validation avec le gouvernement canadien. Ça n'a eu aucun impact sur le résultat. Et je pense que quand il va devenir premier ministre du Canada, s'il gagne l'élection, c'est sûr qu'à ce moment-là, la cote de sécurité, on va la lui offrir. Donc, pour moi, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, mais qui aurait pu être évitée si, comme le dit Stéphane, il avait pris le temps d'obtenir les briefings comme les gens le lui suggéraient. Christine Saint-Pierre, Stéphane Bergeron, Michael Fortier, merci beaucoup à vous trois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.